Si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous savez que j'apprécie les films expérimentaux, abstraits, qui ne s'embarrassent pas forcément d'une intrigue clairement définie et nous emmènent dans des univers grotesques, loufoques, oniriques, dépaysants. Des films à la narration non conventionnelle qui font passer des messages ou délivrent des émotions via des images fortes et inhabituelles, des successions de véritables tableaux enchanteurs ou cauchemardesques, des atmosphères étranges qui sortent de l'ordinaire, une utilisation particulière des codes du cinéma, des personnages excentriques et dont on ne comprend pas forcément les intentions, les objectifs ou le cheminement. J'aime énormément ces propositions de cinéma, même lorsque celles-ci sont moins réussies, et je ne peux que vous recommander ce genre d'expériences qui peuvent se révéler aussi fascinantes que perturbantes, aussi hypnotisantes qu'inspirantes. Et vous l'aurez deviné, je classe notre film du jour parmi ces longs métrages-là, un film qui m'a marqué et dont je ne peux que regretter le manque de visibilité. À moi de tenter de changer la donne et de lui donner peut-être une toute petite partie de la lumière qu'il mérite, selon moi. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Saint Bernard. Vous vous en doutez, Saint Bernard ne va pas être un film simple à résumer, ou plutôt, ce résumé risque de ne pas avoir beaucoup de sens, ni beaucoup d'intérêt. Nous y suivons Bernard, un chef d'orchestre qui a depuis tout petit le don de ressentir le rythme de toutes les choses qui l'entourent et qui composent son environnement. Enfant, ce don lui permettait de s'épanouir et la musique était sa vie tout entière. Cependant, quelque chose semble s'être passé, car une fois adulte, Bernard perd pied. Il tombe dans la drogue, est désormais incapable d'assurer son métier, sa passion. Il perd son emploi de chef d'orchestre et, alors qu'il est complètement perdu et cherche un sens à sa vie, il trouve une tête coupée de Saint Bernard vilainement amochée sur le bord de la route et décide d'en faire son gardien, son guide, son talisman. Son saint protecteur, en somme. S'ensuivra alors une sorte de fuite effrénée, sans que l'on ne comprenne forcément ce que Bernard fuit réellement, mais qui le fera passer d'un lieu à un autre et rencontrer tout un tas de personnages plus excentriques et hauts en couleur, les uns que les autres. Voilà, en quelques lignes, un résumé du postulat de départ de Saint Bernard. Mais normalement, après mon introduction et les quelques images du film que je vous ai présentées, vous vous doutez que nous sommes devant un délire beaucoup trop surréaliste pour qu'un quelconque résumé ait un véritable intérêt. Car le film va surtout s'évertuer à mettre son héros en scène dans des décors tous plus fous les uns que les autres, comme si celui-ci évoluait dans un monde fantastique ou même un véritable cauchemar. En un clin d'œil, Bernard passera des États-Unis à Paris, puis semblera quitter toute contrée connue pour se retrouver aux prises avec des créatures surnaturelles dans des endroits qui ne peuvent exister que dans l'imagination d'un fou furieux. Cela nous donnera un enchaînement de tableaux fantastiques tous plus impressionnants les uns que les autres, qui fourmillent de milliers de détails subtils ou moins subtils, et qui participent tous à construire l'identité visuelle mais également mythologique du long métrage. Chaque scène semble être l'extrait d'un rêve, chaque personnage secondaire semble agir de façon irraisonnée, incompréhensible ou illogique, et chacun d'entre eux paraît appartenir au lieu dans lequel Bernard le rencontrera, ce qui donne à Saint Bernard des faux airs d'Alice au pays des merveilles, et ce bien que nous n'ayons pas de véritable référence directe à cet univers. Ce qui n'est pas plus mal, ces références étant souvent utilisées de façon relativement cliché. D'ailleurs, pour les personnages, les événements extraordinaires dont nous sommes témoins semblent tout à fait ordinaires. Bernard lui-même ne s'en étonne que très rarement, et préfère, la plupart du temps, les accepter bien sagement. Même sa quête n'est pas très claire, ni pour lui, ni pour le spectateur. Il semble fuir ou rechercher quelque chose sans que le film ne nous le montre clairement. Ce qui peut être mal vécu pour certains spectateurs qui pourraient perdre pied devant cette absence totale de repères conventionnels. Et pourtant, en se laissant happer par cet univers abstrait, le spectateur sera récompensé. Les images ultra travaillées, les efforts faits pour rendre ce monde surréaliste consistant, et les personnages qui le peuplent rendent à eux seuls l'expérience fascinante. Mais le film n'est pas complètement abstrait pour autant. Il raconte quelque chose de plus tangible qu'il n'y paraît au premier abord, et donne tout un tas d'indices pour nous permettre d'essayer de le décrypter. Déjà, le film n'a pas forcément été pensé comme un long métrage ordinaire, mais plus comme une sorte de concerto ou de sonate. C'est annoncé dès le tout début avec ce gros plan sur une partition appelée Saint Bernard. Nous n'assisterons pas à un film conventionnel, mais bien à un concerto dans lequel les images ont remplacé la musique. Cela explique par exemple le côté surréaliste du film qui décide de raconter une histoire, certes, mais de façon différente à la manière des concertos ou sonates encore une fois. Cela donne également du sens au métier de Bernard dans le film. C'est un chef d'orchestre habitué à dicter la musique. On peut
décemment en déduire que le film est une allégorie, une métaphore de la vie de Bernard elle-même. Il est chef d'orchestre et dicte lui-même sa propre musique, la vie de sa propre existence. Et justement, Saint-Bernard commence réellement alors que Bernard est perdu, rencontre des difficultés dans sa vie et donc avec sa musique. On comprend qu'il a plongé dans la drogue, qu'il a perdu l'inspiration. La perte de sa musique est ici une représentation de sa dépression, de sa perte d'envie de vivre. Plus loin encore, on constate que le méchant final est son propre oncle, qui était son professeur lorsqu'il était enfant. Même si ça n'est jamais réellement dévoilé dans le film, il est clair que cet oncle a abusé de lui. Lors du combat final, à chaque fois que Bernard le blesse, des notes de musique s'échappent de ses blessures. Bernard commence à retrouver sa musique, à reprendre goût à la vie au fur et à mesure qu'il blesse cet oncle. Nous pouvons donc comprendre que Bernard, qui était un enfant si heureux et si talentueux, et qui est devenu un adulte dépressif, perdu, triste, a vécu ses expériences avec son oncle comme un véritable traumatisme, qui l'a empêché de continuer à jouer sa musique normalement, et donc à tout simplement vivre sa vie. En combattant son oncle, c'est son propre traumatisme qu'il combat. C'est donc ça, sa quête, si difficile à définir. Il se recherche lui-même, recherche un sens à son existence, un sens perdu depuis que son oncle lui a fait du mal. Et tout cela, nous le comprenons parfaitement, bien que le film ne le montre jamais et ne mette aucun mot là-dessus. C'est une prouesse. Et donc, plus globalement, la quête de Bernard est celle du sens de la vie. Il est plus ou moins conscient d'être malheureux, qu'il lui manque quelque chose pour pouvoir pleinement profiter de la vie et de retrouver son génie musical, mais il ne sait pas que la réponse se trouve entre autres dans un traumatisme d'enfance. Il va donc chercher un sens à son existence en essayant tout un tas de choses qui existent dans nos sociétés en ce sens. Les drogues, l'alcool, la religion, l'argent et la consommation, autant de moyens d'essayer de trouver le bonheur. À travers cette quête du sens de la vie, Saint Bernard propose donc, à sa façon, une critique acerbe de nos sociétés occidentale et du monde dans lequel Bernard évolue. Un monde très superficiel, mu par des valeurs accessoires et dans lequel nous courons après des bonheurs artificiels et éphémères, entre autres. Non, l'univers dépeint par Saint Bernard n'est pas très positif. Les preneurs de décision et leurs représentants y sont caricaturés. Les élites y sont dépeintes comme des puissances presque occultes, l'autorité y est répressive, empêche la populace, les citoyens de jouir de véritables libertés, comme le symbolise ce commissariat rempli de clés vraisemblablement confisquées, ou ce juge qui appose le sceau coupable à tous les accusés sans autre forme de procès. Les religieux y sont hypocrites et manipulateurs, etc. En passant tous ces éléments en revue, nous comprenons que la quête du sens de la vie de Bernard est indissociable de celle de la recherche de la liberté, la vraie. Il se sent à l'étroit dans notre société, ou plus précisément encore la société américaine, rigide et balisée sur de nombreux aspects, mais également hypocrite. N'est pas à l'aise avec le capitalisme et cette volonté constante de s'enrichir, puisque ses propres ambitions, ses propres rêves ne concordent pas avec ceux que la société semble lui dicter. Il se sent donc en décalage complet avec le monde dans lequel il évolue, mais ne peut en sortir, ne trouve pas d'alternative. Il ira dans un autre pays, se liera brièvement avec une SDF dans l'espoir d'échapper à ses règles, officielles ou officieuses, qui le briment. On retrouve cette notion d'entrave, d'enchaînement durant tout le long métrage. Les autres personnages normaux, si j'ose dire, sont tous présentés comme malheureux d'ailleurs, à l'image de cet automobiliste qui râle, un café et une clope à la main, et dont le visage trahit la tristesse. Il essaye de littéralement se doper à coups de caféine, de nicotine, d'alcool ou ce que vous voulez, pour faire ce que cette société attend de lui. Aller bosser. L'espace d'une scène de quelques secondes, c'est donc toute une réflexion et une critique que le film propose, et nous retrouverons cette caractéristique à de nombreuses reprises dans Saint Bernard. Et forcément, si le film, qui est une coproduction franco-américaine, tape globalement sur nos sociétés occidentales, il se concentre évidemment surtout sur la situation des États-Unis, et est loin d'être tendre avec eux. Saint Bernard dresse un constat amer sur l'état des States à travers des scènes pas toujours très subtiles d'ailleurs, à l'image de ce combat entre les pères fondateurs, tous affublés de la valeur pécuniaire à laquelle ils sont chacun associés aujourd'hui. Ce combat intervient après que Bernard se soit fait agresser par des citoyens new-yorkais qui souhaitaient arracher les billets dont était affublé son costume, aux pieds de gratte-ciel qui font ici office de symbole, de même que le panneau qui indique Wall Street à proximité. Nous pouvons également parler de cet autocar nommé Coach America, complètement en ruine et abandonné, qui ne pourra plus faire avancer qui que ce soit. Je vous l'ai dit, ça n'est pas toujours très subtil, et en vrai, ça n'est pas grave. D'ailleurs, pour tous ceux que ce genre de discours trop marqué peut agacer, même si j'ai du mal à comprendre pourquoi, sachez que Saint Bernard ne se résume pas à un film critique, très loin de là.
En fait, au-delà de certains de ses discours assez clairs et symbolisés par des images fortes et évidentes, Saint-Bernard est le genre de film qu'il vaut mieux ne pas chercher à comprendre outre mesure, sous peine de lui faire perdre en consistance. Il faut accepter de se laisser balancer de scène en scène, de tableau en tableau, sans que la logique ne vienne forcément tout expliquer. Le long métrage est bourré d'analogies, de métaphores et autres symboliques, mais il reste avant tout un voyage onirique ou cauchemardesque, l'introspection d'un personnage, son combat intérieur pour avoir accès au bonheur, et par conséquent, certaines choses ne peuvent et ne doivent pas être expliquées. Il faut juste pouvoir profiter de sa puissance esthétique et de ses situations incongrues qui, croyez-moi, valent le détour. D'ailleurs, visuellement parlant, il ne faut pas forcément aller chercher bien loin pour comprendre où Saint-Bernard puise certaines de ses forces. Même si c'est un film unique, certaines influences se détachent forcément de ce spectacle étrange. Outre Alice au Pays des Merveilles que j'ai déjà cité, Saint-Bernard fera irrémédiablement penser au travail d'autres réalisateurs comme David Lynch, David Cronenberg, Shinya Tsukamoto ou même Takashi Miike. Certaines idées visuelles, créatures mi-organiques, mi-artificielles, certains décors ou certaines atmosphères nous les rappelleront, de même que cette tendance au body horror que l'on retrouve chez tous ces cinéastes et qui me ravit au plus haut point. Le réalisateur de Saint-Bernard est Gabriel Bartalos, un spécialiste des effets spéciaux pratiques et des maquillages qui a œuvré sur bon nombre de films comme Darkman, Gremlins 2, From Beyond, Massacre à la tronçonneuse 2, presque tous les films de la saga Leprechaun. D'ailleurs, on peut retrouver Warwick Davis l'espace d'une scène, quelle coïncidence, Godzilla d'Emmerich et bien d'autres encore. Sa force et son idée ont donc été d'utiliser son savoir-faire et son amour pour les monstres et de les mélanger avec son attrait pour les atmosphères abstraites, étranges et oniriques pour créer quelque chose d'unique et de finalement très personnel, ce qui est indéniable. Il avait déjà tenté plus ou moins la même expérience avec son tout premier long métrage, Écorché vif, sorte de slasher surnaturel bizarre sorti en 2004 et qui, effectivement, perturbait de par son ambiance grotesque et ses personnages monstrueux au concept aussi intrigant qu'exubérant, et dont l'un des comédiens, Jason Degree, interprète Bernard dans Saint-Bernard, ce qui est bien sûr encore un heureux hasard. Mais là où Écorché vif est globalement un échec, malgré quelques idées géniales, Saint-Bernard est une réussite à tous les niveaux. Écorché vif avait du mal à convaincre avec son mélange d'univers et de tons qui ne fonctionnait pas des masses, des références encore plus évidentes et moins maîtrisées, et surtout une mise en scène plate et qui faisait très direct to video. Avec Saint-Bernard, c'est complètement différent. Bartalos impose son style, propose quelques vraies idées de mise en scène ambitieuses, comme la scène des poulets parachutistes, et non, je n'aurais jamais imaginé prononcer cette phrase en vidéo un jour. Le mélange des tons se fait plus naturellement, et notamment le mix entre le surréalisme, l'horreur et le gore, qui fonctionne complètement et nous donne un univers très particulier, pour ainsi dire unique. Ajoutons à cela le génie du bonhomme pour tout ce qui concerne les effets spéciaux pratiques, et nous avons des monstres à l'apparence vraiment bien pensée et originale, quelques scènes réellement impressionnantes visuellement parlant et surtout des décors juste incroyables qui feront vraiment voyager le spectateur dans des lieux qui lui sont encore inconnus. Dans Saint-Bernard, Bartalos arrive à condenser toutes ses obsessions et influences pour créer quelque chose de nouveau, de difficile à définir, de définitivement personnel. Et tout ça pour la bagatelle de 1500 $. Oui, vous avez bien entendu, Saint-Bernard a coûté 1500 $ à produire. C'est bien la preuve que le talent et la passion valent plus que des millions lorsque nous parlons de cinéma. Prends ça, Hollywood. Et voilà, c'est déjà la fin de cette critique glauque, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.